Bonjour, bienvenue dans notre émission Sapico Park. L'angle de Sapico Park est volontairement provocateur pour échanger sans langue de bois sur différents sujets avec des opinions, des positions plus ou moins divergentes. Et pourquoi pas pour casser des clichés, pour balayer des idées reçues. Bosser pour une association sur son temps de travail, ça va pas, non ? Le saviez-vous? Plus de 11 millions de bénévoles donnent aujourd'hui de leur temps et de leur énergie au service de la collectivité dans près d'1 million d'associations. La plupart de ces bénévoles doivent conjuguer leur investissement dans le monde associatif avec l'activité salariée qu'ils mènent en parallèle et rencontrent parfois des difficultés à conjuguer les deux. À l'issue de la Conférence nationale de la vie associative en 2008, différentes mesures ont notamment été annoncées par le gouvernement en matière de reconnaissance de l'activité bénévole. En 2003, la loi Aillagon a institutionnalisé la pratique du mécénat de compétences, l'a reconnue comme une véritable forme de mécénat en permettant aux entreprises de bénéficier d'une déduction fiscale de 60% sur les montants versés, c'est-à-dire les heures de travail mises à disposition de l'association. Dernièrement, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, précisait sur les réseaux sociaux être bénévole, c'est s'engager pour les autres et c'est aussi acquérir des compétences professionnelles, et ce, dans des secteurs indispensables à notre société. La santé, l'éducation, l'accompagnement des personnes âgées, la culture, le recyclage et la réutilisation des objets, la préservation de l'environnement. Dès aujourd'hui, nous commençons une concertation auprès des parties prenantes, car 13 millions de bénévoles en France ont acquis des compétences grâce à leur engagement avec le développement de la VAE bénévole. La validation des acquis de l'expérience se déploiera de manière plus accessible pour les bénévoles. Nous les aiderons à transformer cette expérience en diplôme. Bonjour Corinne, bonjour Christophe, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer d'une façon très dure. Travailler pour une association sur son temps de travail sans perdre son salaire ou des congés, il y a un certain temps, ça n'aurait même pas été envisageable. Est-ce que les temps ont changé? Ça, c'est la première question. Est-ce que l'on peut dire que le mécénat de compétences a le vent en poupe? Sous-entendu peut-être un effet de mode. Et pourquoi? Qui commence? Qui me répond? Qui choisit de se lancer en premier? Le mécénat de compétences a le vent en poupe. Il est en train de se développer. Quelques entreprises, depuis 15-20 ans, développent le mécénat de compétences, mais c'est peu connu. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du mécénat de compétences et c'est un besoin. C'est un besoin pour les salariés. Les salariés sont en recherche de sens, en quête de sens, et le mécénat de compétences répond à cette quête de sens. Le mécénat de compétences va servir aussi à attirer des salariés, à les fidéliser. Donc ce mécénat de compétences, oui, ça devient essentiel et ça doit même s'inscrire dans la stratégie de chaque entreprise. C'est une nécessité à aujourd'hui. Alors tu parles de nécessité, mais j'allais vous dire à tous les deux, quels sont les avantages pour l'entreprise? Tu dis, attirer des salariés, donner du sens, que ça rentre dans la stratégie, mais est-ce que tu peux me lister quelques avantages pour l'entreprise? Attirer des salariés et fidéliser. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont du mal à recruter. Une entreprise qui va proposer un job et une autre entreprise un job plus un mécénat, les jeunes vont aller vers job et mécénat. Donc si c'est un moyen d'attirer les salariés, de les fidéliser, c'est positif pour une entreprise. Elle aura des collaborateurs qui vont rester là, elle va limiter le turnover, elle va limiter aussi l'absentéisme. Mais cette compétence, c'est un moyen fort pour garder des salariés. Alors, excuse-moi, est-ce que c'est pas d'une façon purement égoïste, je valorise mon image en affichant ce genre de choses? Est-ce que c'est pas dans un but Non. Le message de compétence, il répond aussi, il s'insère dans la responsabilité sociétale des entreprises, ce qu'on appelle la RSE. La RSE, toute entreprise la développe, ou est en train de la développer, ou doit la développer. Le mécénat va s'intégrer là-dedans. Et c'est une nécessité. Sinon, les entreprises, elles n'arriveront pas à recruter, elles n'arriveront pas à se développer,
leur marque employeur, je veux dire, ne sera pas aussi brillante, aussi forte, bonne que d'autres qui développent le mécénat. Alors, il y a une entreprise qui me disait que l'entreprise s'étant inscrite dans le mécénat, pour lui, c'était favoriser l'épanouissement, certes, du personnel, mais acquérir des nouvelles compétences et aussi développer l'adaptabilité des salariés, puisqu'ils naviguent entre deux mondes et sur des missions complètement différentes. Tu trouves que c'est une réalité, ce que je viens d'affirmer? Oui. Le salarié qui va aller en mécénat, il va développer des compétences professionnelles, mais aussi des compétences personnelles. Et ces compétences, il va les rapporter dans son entreprise. Une association n'a pas les mêmes moyens en termes humains, en termes budgétaires, financiers. Donc le salarié est obligé de faire preuve de créativité, d'adaptabilité dans une association. Et cette créativité, ces compétences développées, il va les apporter à l'entreprise. Entre guillemets, c'est presque une formation gratuite, je vais dire, pour l'employeur. Ça, je ne l'avais pas vu sous ce jour-là. Alors, une des plus grandes peurs des entreprises, néanmoins, est celle que leurs salariés soient moins productifs et négligent leur temps de travail pour le compte d'une association. Comment peut-on affirmer que le mécénat va augmenter la croissance des entreprises, mais aussi leur productivité? Parce que c'est une affirmation quand même que j'ai lue. Christophe, peut-être? Alors oui, je dirais au contraire, l'entreprise elle peut s'attendre à ce que le collaborateur soit, je dirais, heureux dans sa journée, quand il réalise évidemment son mécénat de compétences, d'avoir passé 1 heure, par exemple, ou 1h30, avec une personne qu'il va aider concrètement, puisque, on le sait, le système émotionnel, si je puis dire, a besoin de se nourrir de situations positives. Le collaborateur a besoin effectivement de se sentir à la fois utile, impactant dans ses actions. On a des métiers qui sont de plus en plus abstraits, de plus en plus complexes aussi. Donc quand on s'adresse directement à une personne qui a besoin de nous, eh bien, il est vraiment très probable que la personne, pour le reste de sa journée, sera plus productive. Elle aura fait en quelque sorte une pause. Alors, ce n'est pas une sieste pour le coup, mais vraiment une respiration. Enfin, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que je peux passer 1h30 le matin, commencer mon temps effectif de travail dans une association et ensuite, dans la même journée, rejoindre une entreprise et peut-être y retourner l'après-midi. On navigue comme ça, ou ce sont des demi-journées. Ça fonctionne comment en fait le système? Parce que quand je t'entends parler, je suis un peu interpellée sur le sujet. Alors, il y a plusieurs possibilités. Et je dirais que Corinne est là pour témoigner justement de l'intérêt d'aller jusqu'à mettre en place un mécénat de compétences régulier. Moi, je suis le représentant aujourd'hui d'une association qui, je dirais, propose toute forme de mécénat de compétences, du plus ponctuel au plus durable et au plus régulier. Okay. On y reviendra certainement, mais tout est possible. Tout patron souhaite faire du bénéfice, une association non. Concilier les deux peut rapporter à l'un, mais pas à l'autre. Alors pourquoi s'engager? Parce qu'on est quand même dans deux mondes complètement différents. Parce que le mécénat de compétences répond au bien-être des salariés. C'est une bouffée d'oxygène. Et le mécénat, on ne le voit pas en termes financiers. On le voit, alors, soit c'est intéressant, c'est la défiscalisation pour l'entreprise, mais on fait du mécénat pour le côté humain, pour l'ouverture aux autres, pour la participation au bien commun, à l'intérêt général. C'est essentiel. Le mécénat, c'est davantage une notion humaine et d'ouverture. Le sens revient souvent dans les études diverses, mais tout à l'heure tu en as parlé. Est-ce que le mécénat de compétences répond réellement à cette quête de sens et pourquoi? On l'a vu notamment avec la crise sanitaire, cette notion de sens revient de plus en plus. Au moment de la crise sanitaire, on a vu des salariés s'engager, créer des masques, préparer des colis pour les soignants, aller voir des personnes isolées. Ça, c'est la quête de sens. Les salariés veulent savoir quel est le sens de leur travail, quelle est leur utilité. Est-ce que leur travail est en lien avec leur aspiration personnelle, avec les aspirations de l'entreprise? On passe beaucoup de temps au travail. Tu es en train de dire que, en fait, finalement, c'est un partage pour le salarié, c'est un partage de valeurs entre le salarié et l'entreprise. Donc l'entreprise doit porter ces valeurs-là. Exactement. D'accord. Et un collaborateur d'une société en expérience humaine dit le sens, c'est le pacte qui relie l'entreprise et le salarié. Et je trouve une belle expression, le pacte, ça relie l'entreprise et le salarié.
Alors, le baromètre du mécénat de compétences 2020, 77% y voient un vecteur d'attachement, comme tu le soulignes énormément, à leur entreprise. On a gagné 10 points vers 2018. Je n'ai pas les derniers chiffres, là, 2021. 10 points. On a gagné 10 points. Tu l'as souligné un tout petit peu tout à l'heure, c'est le confinement, c'est cette crise sanitaire qui a fait faire un bond. Alors moi, je pense que c'était une tendance qui était déjà amorcée. Après, la crise sanitaire, quelque part, ça a été une opportunité pour pouvoir, on va dire, élargir vraiment le potentiel à la fois du bénévolat et maintenant surtout du mécénat de compétences. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, si on avait des chiffres plus récents, et ils viendront bientôt, on verrait même certainement un bond en avant, à la fois des aspirations et des impacts sur les salariés qui s'engagent et les entreprises évidemment qui s'engagent à travers le mécénat de compétences. D'accord, donc ça a été un accélérateur C'est finalement, un accélérateur. un révélateur en même temps et un accélérateur. Complètement. Une prise de conscience aussi? Alors certainement une prise de conscience puisqu'il y a eu des images très très fortes à travers la crise sanitaire et on sait bien que quelque part nous sommes tous interdépendants dans notre société. Les entreprises ont leurs responsabilités, le citoyen c'est pareil, donc à un moment donné il faut travailler sur on va dire des traits d'union entre les uns et les autres. Alors, les entreprises vont libérer un ou deux ou des salariés, pourquoi je dis deux, de leur poste, tout en les rémunérant. On a parlé en introduction de l'impact fiscal par les entreprises. Est-ce qu'un de vous deux peut nous en dire plus? Donc, 60% défiscalisation? Oui, c'est 60% du coût du salarié passé en entreprise, salaire plus charge patronale, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise. Et les petites entreprises peuvent déduire jusqu'à 20 000 €. Ça, c'est selon la loi de finances en vigueur. Pour 2023, 2024, 2025, j'espère que ce sera maintenu. Ou peut-être mieux. Ou peut-être mieux. Peut-être au moins maintenu. Et voilà, c'est un peu la carotte fiscale pour les entreprises. Et ça va justement inciter certaines entreprises à proposer du mécénat. Inciter et favoriser? Voilà. Une société inclusive doit s'en donner les moyens. Oui, mais comment? Est-ce qu'il nous faut réinventer le territoire au service de la proximité, la solidarité, de l'inclusion? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour que ça prenne, allez, on va dire, plus d'importance? Écoutez, je vais faire le parallèle tout simple sur le sujet de l'alimentation. On voit bien aujourd'hui que suite évidemment à la crise sanitaire et les difficultés d'approvisionnement, la crise climatique qui se surajoute, il y a une volonté, notamment chez les consommateurs, de pouvoir consommer local. L'approche territoriale, elle est très importante. Et je sais que notre association, elle est porteuse d'actions territoriales au niveau de la RSE pour les entreprises. Et la référence, c'est vraiment le territoire, sur lesquels il y a des interdépendances qui sont très très importantes, notamment entre le monde associatif et le monde des entreprises. Donc c'est vrai que le mécénat de compétences, ça permet aussi de relier ce secteur associatif aux entreprises pour qu'il y ait davantage de cohésion sociale et qu'on soit effectivement dans une dynamique de territoire qui soit favorable à tous. Alors, dernièrement, j'ai lu « Un bon sas vers la retraite. En fin de carrière, le mécénat de compétences senior redonne du souffle ». J'ai envie de dire, à qui? Et comment ça fonctionne? Ça redonne du souffle à l'association, aux salariés? C'est une petite... voilà, on commence à freiner lentement pour arriver à la retraite, à l'entreprise. Et comment ça fonctionne? En fait, essentiellement aux salariés seniors. En fin d'année, en fin de parcours professionnel, après 30, 35, 40, et les salariés sont un peu las. Certains ont des métiers qui n'existent plus aujourd'hui. Certains ne sont peut-être pas toujours bien mis à la digitalisation. Et ces salariés, au lieu de les licencier ou de mettre fin à leur contrat de travail, comme on le voit souvent, ou alors de les laisser dans un placard dans lequel ils s'ennuient après avoir lu le journal au jour tiercé, on peut leur proposer d'être détachés dans une association à 100%, 80%, 50%. À 100%, c'est possible? C'est possible 100%. 80% et les 20%, ils restent chez eux. À 50%, les 50%, le salarié reste chez lui. Le salarié est rémunéré par son entreprise à 100% ou à 70% si c'est à 50%, pour une mission bien déterminée qui va durer maximum jusqu'à 36 mois. Et à la fin de cette mission, le salarié va passer en retraite.
Donc ça lui fait déjà une transition en Et douceur. peut-être qu'il continue dans l'association une fois qu'il est à la retraite. En bénévolat, Oui, c'est oui. très bien. C'est bien vu quand même cette formule-là. Oui, oui. Le salarié il va valoriser ses compétences, ça va lui donner du sens jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Et du coup, il va parler en bon terme de son entreprise et ça va développer aussi la marque employeur de l'entreprise. Et l'entreprise va pouvoir communiquer. Moi, mes seniors, je ne les mets pas à la porte, je les garde. Et certains, je leur propose du mécénat de compétences. Et, voilà, et ça fait une très bonne transition en douceur vie professionnelle retraite, sachant qu'on ne prépare plus les salariés à la retraite. Et c'est un excellent moyen pour se préoccuper de ces seniors et de les garder. Et les associations qui ont toujours besoin d'aide, de compétences et d'aide, oui. elles auront des salariés qui seront en mécénat. Et après, très souvent, le salarié dit moi, je vais rester. Oui, finalement, je reste. Exactement. Alors, peut-être une question un peu délicate. Faut-il réformer la loi sur le mécénat ? Alors, je vais recadrer les choses. Je pose cette question car certains affirment que, contrairement à ce qu'on entend dire, la loi n'a pas institué des niches fiscales. Le mécène qui fait un don ne s'enrichit pas, bien au contraire, puisque la part de son don qui n'est pas couverte par la réduction d'impôt constitue quand même une sorte d'impôt volontaire. Celui qui pratique le mécénat se retrouve in fine moins riche, en tout cas financièrement, je vois les gros yeux de Corinne qui me regardent, que celui qui ne le pratique pas. Qu'en pensez-vous ? Il faut réformer la loi. Alors quand je dis mécénat, attention, il faut la faire évoluer. Dans quel sens ? Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? En fait, l'entreprise, elle n'est pas moins riche. Elle paye son salarié quand il est en activité. Quand il est en mécénat, elle va le payer et elle va défiscaliser. Donc, elle est plutôt gagnante. Oui, mais enfin, comme tu disais, 60%, et en plus, quand on voit les reste conditions... 40%. Oui. Voilà. Le mécénat... Oui, comme tu le disais, il ne faut pas le voir sous l'angle financier. Donc l'entreprise, certes, elle ne va pas forcément énormément y gagner financièrement, mais elle y gagne en termes de richesse humaine. Est-ce que ça te convient ? Exactement. D'accord. Le mécénat, c'est quoi ? C'est une ouverture vers les autres, c'est un partage. Et tout ce que le salarié va apprendre dans une association, on parlait tout à l'heure de développer ses compétences, il va développer d'autres relations. Et ces nouvelles compétences, ces nouvelles relations qu'il va développer, c'est une richesse humaine. Et il va le rapporter en entreprise. Et peut-être aussi au niveau privé. Au niveau privé aussi. Oui. Et en entreprise, quelquefois, on a un salarié qui n'a pas des bonnes relations avec ses collègues. Le fait d'aller en association, il va se développer, il va voir qu'il vaut quelque chose, il va être plus épanoui. Ben, cet épanouissement, cette reconnaissance, elle revient en entreprise et on va avoir un salarié qui aura des meilleures relations que s'il ne faisait pas du mécénat. Parce que plus épanoui. Tout à l'heure, j'ai cité la loi Ayagon. Rien ne permet d'affirmer quand même que son généreux dispositif de déduction fiscale explique la montée en puissance du mécénat depuis 15 ans. Cette loi a peut-être contribué aussi à amplifier le phénomène, comme Christophe disait, en plus de la crise sanitaire. Mais il se serait sans doute, pour certains, développé de toute façon. C'est un peu ce que tu disais par rapport à la crise sanitaire. Parce que les entreprises ont bien compris l'outil fantastique, et tu l'as beaucoup souligné, que représente le mécénat, notamment culturel, en termes d'image, de reconnaissance publique, communication en interne. Est-ce que vous êtes parfaitement d'accord avec cette affirmation ? Alors moi, je suis parfaitement d'accord, puisque déjà, il y a une preuve, entre guillemets, c'est qu'on a au moins 30% des entreprises qui ne vont jamais solliciter leur avantage fiscal. Donc ça veut bien dire que Attends, là je t'arrête. Tu es en train de me dire que je suis une entreprise, je mets un salarié à la disponibilité d'une association pour faire du mécénat de compétences et je ne vais pas aller chercher ma déduction fiscale ? Complètement. Oui. Complètement. On a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui finalement vont se contenter, entre guillemets, d'avoir des impacts positifs non financiers et se rendre compte que c'est même une évidence. Leurs collaborateurs reviennent en entreprise, évidemment, enrichis et leur productivité améliorée, et elles en oublient en quelque sorte l'aspect financier. Alors évidemment, si on parle peut-être de mécénat à temps plein ou vraiment très régulier, etc., là il est très probable que l'entreprise aille chercher l'avantage fiscal. Mais beaucoup d'entreprises en tout cas s'en passeront. Et ça c'est quelque chose aussi de rassurant sur la nature humaine. Oui, c'est même étonnant. C'est même étonnant ce que tu soulignes. Mais c'est étonnant et c'est tant mieux. Est-ce que toutes les associations sont concernées par ces dispositifs ou ce ne sont, j'ai eu un doute par rapport à certaines lectures, uniquement que les associations dites d'utilité publique ? Oui, il faut qu'elles soient d'utilité publique, qu'elles répondent à un intérêt général.
et n'ont pas un intérêt très particulier ou ciblé. Par exemple, une association d'anciens élèves, c'est réservé d'une école, c'est réservé aux élèves de l'école. Donc elles ne peuvent pas bénéficier. Il faut que ce soit intérêt général, reconnu d'utilité publique et ouvert à un grand nombre de personnes. D'accord. Alors, on a parlé des entreprises, on a parlé aussi des salariés, on parle aussi des associations. J'aimerais quand même qu'on revienne sur le salarié, parce que ça ne doit quand même pas être évident d'être à cheval entre une culture d'entreprise, avec une façon de fonctionner, de passer dans une association. Qu'est-ce que les salariés vous rapportent, en dehors du fait qu'ils s'épanouissent, ils retrouvent une utilité, et comment ils arrivent à faire cette... Parce que c'est quand même une gymnastique. Oui, c'est une gymnastique. Parce que quand tu arrives dans une association, bien souvent, on n'a pas énormément de moyens, il faut être débrouillard, il faut être créatif, il faut être agile, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et je me mets à la place de quelqu'un qui quitte son bureau, tu vois, je ne sais pas pourquoi, et puis d'un seul coup, arriver à avoir une agilité complètement différente. Mais justement, cette agilité, on entend parler en permanence en entreprise, on fonctionne en mode agile, etc. Et donc, ces collaborateurs, en général, ils se confrontent à un univers qui est certes très différent, mais parfois dur. Et qui est parfois dur d'ailleurs, Oui. effectivement, sur le plan humain, sur le plan des responsabilités. Mais il faut savoir quand même que ces personnes vont finalement revenir en entreprise avec une zone de confort qui sera encore plus importante. Donc moi, je n'y vois pas, je dirais, de grosses difficultés à partir du moment où les personnes sont bien accompagnées par les associations que nous sommes, si je puis dire. Hein, si on laisse un mécénat de compétences uniquement, je dirais, en autonomie totale, là, il y a vraiment de gros risques d'insécurisation. Alors, je me permettrais, c'est une ouverture d'esprit pour le salarié. Il va Alors, découvrir un autre monde. pourtant, si je vous ai posé la question, c'est parce qu'il y avait un petit piège derrière. Bon, certes, les effets sont également très positifs, mais vous voyez, j'ai été assez surprise. Source d'évolution professionnelle pour 71% seulement des salariés. Et au vu de tout ce que je vous entends dire, je m'attendais à un chiffre comme, alors peut-être que je rêve, 90%, 95%. D'acquisition de nouvelles compétences, seulement 57%. Et de remotivation. Donc, même si on dit que le mécénat de compétences permet à chacun de sortir des carcans, de la routine, comme vous l'avez souligné, changement d'interlocuteur, changement d'environnement, etc., j'estimais quand même qu'on allait prétendre à d'autres chiffres. Vous êtes déçu par ces chiffres-là? Vous les connaissiez? Pas du tout. Tout simplement parce que les apprentissages, non, oui. je ne suis pas très surpris. Et moi, je suis même souvent rassuré d'ailleurs quand on n'a pas un taux de satisfaction de plus de 98%, etc. Ça sonne plus juste en quelque sorte. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des apprentissages, par exemple, qui sont inconscients. Et on a des personnes qui, effectivement, n'ont pas l'impression d'avoir forcément appris énormément de choses, mais en réalité, elles en ont appris. Et c'est quand elles vont se retrouver dans des situations nouvelles, différentes, etc., qu'elles vont avoir davantage de facilité pour y faire face. Donc moi, tant mieux déjà, si on a 70% de personnes qui en ont conscience, on peut effectivement espérer aller vers 80, 85, 90%, ça c'est sûr, mais c'est déjà bien. On a parlé du temps, mais j'aimerais qu'on revienne, comme tu le disais tout à l'heure, un peu sur ce sujet. Ça va de combien de temps? Ça va d'une heure à... Ça peut aller de quelques heures par semaine. Ça peut être aussi un jour par mois ou 2 demi-journées par mois pendant 1 an. Parce que c'est la régularité qui va porter ses fruits. Si un salarié il va 2 jours dans l'année dans une association, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment du mécénat. Mais si le salarié... Sauf si c'est pour une tâche particulière, une tâche mission particulière. Oui. Voilà. Mais ce qui est plus enrichissant et qui a davantage de valeur, c'est quand le salarié il y va régulièrement, soit un jour par mois, soit 2 demi-journées par mois pendant 1 an. Et également, le mécénat de fin de carrière senior, où là, il est détaché. Donc, il y a plusieurs moyens de mettre en place le mécénat mensuellement, à la semaine, sur 1 an, 2 ans. Tout dépend en fait de l'entreprise et de son souhait. On va se concentrer sur les associations. Souvent, on entend les associations se plaindre parce qu'il manque de bénévoles, que les personnes, d'une façon générale, et ça vient un peu en contradiction avec tout ce qu'on a dit, ils ont du mal à recruter des bénévoles. Ce ne sont que les compétences qui sont utiles ou c'est tout simplement un manque de monde, de bras, j'aurais tendance à dire? Déjà que le bénévolat,
on manque de bénévoles dans toutes les associations. Le bénévolat a une moyenne d'âge quand même assez élevée et malheureusement beaucoup de bénévoles ont disparu avec le Covid. Donc si on manque de bénévoles, si on n'a pas assez de personnes en dehors du temps de travail, proposons aux salariés d'être détachés dans une association. Donc on va bien parler de mécénat. Les associations, elles grandissent. Elles ont de plus en plus de travail. Elles doivent répondre à des demandes qui sont croissantes. Ouais. Donc elles ont besoin de personnes pour les aider. Donc demandons aux salariés cette aide. Les associations, du fait qu'elles grandissent, il faut qu'elles se professionnalisent, certaines. On ne peut plus faire un petit peu artisanalement, un peu sa soupe, mais elles ont besoin de se professionnaliser. Qui peut les aider? Maintenant, il n'y a plus que les salariés qui peuvent les aider. Elles reçoivent de moins en moins de subventions, d'aides, extérieures. Donc il y a besoin de réelles compétences pour pouvoir, j'allais dire, rendre une association un peu plus professionnelle, un peu plus en mode entreprise. Exactement. Oui, tout à fait. Et je vais ajouter une chose, c'est que ce qui est important pour nous, associations, par exemple, la mission locale de Cergy-Pontoise, c'est d'avoir, par exemple, depuis plus de 20 ans, on recrute des bénévoles qui sont souvent de jeunes retraités et qui ne pensent qu'à une chose, c'est garder le lien avec la vie professionnelle et de voir arriver les personnes qui sont en activité et qui sont, je dirais, aussi soutenues par leur employeur. Eh bien, c'est vraiment une source d'enrichissement. Ils ont l'impression de rester connectés effectivement à la vie des entreprises, d'utilité, etc. Donc, c'est comme dans une entreprise, la diversité, c'est extrêmement important. Diversité de compétences, diversité de profils. Et puis c'est source de richesse aussi. Et c'est source de richesse. Ça dynamise les associations. Ouais. Alors, je suis une entreprise, je veux faire du mécénat. Comment je trouve l'entreprise, l'association? Soit l'entreprise, elle a, une direction ressources humaines et RSE qui va s'en occuper. Sinon, elle demande. Il y a des. Enfin, c'est quand même ça demande du temps. Il y a des entreprises spécialisées. Pour ma part, mon entreprise s'appelle Boss pour une assoce. Je mets en relation les entreprises et les associations et je gère toute la gestion du mécénat pour le compte d'une entreprise. Je présente le mécénat déjà à tous les salariés. Je reçois les salariés volontaires. Ils me donnent leurs compétences, leurs souhaits. Je leur cherche des Donc missions. toi, tu fais la sélection. Est-ce que tu fais les présentations tu fais matcher quelque part l'entreprise, l'association et les salariés bénévoles? Bénévole, hein, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Hein. Oui, volontaire, excuse-moi. Mais est-ce qu'il y a une convention de partenariat qui est signée? Tu t'en occupes aussi? Parce qu'il ne faut pas non plus que pour une entreprise, il y ait une lourdeur administrative, il y ait même une lourdeur tout court. Il faut que je trouve une association, il faut que je rédige une convention, un partenariat. Toi, tu t'occupes... Moi, je décharge l'entreprise. Complètement. Complètement. Je reçois le salarié jusqu'à la convention de partenariat. Un bilan annuel, salarié, association, salarié. Je m'assure aussi que l'association délivre le reçu fiscal à l'entreprise, donc je le décharge complètement. C'est-à-dire que ceux qui oublient, toi tu leur rappelles en disant « Oh, il faut faire… Ça fait partie du job et je dirais que ça prend beaucoup de temps et si on veut que le salarié ait une mission qui corresponde à ses souhaits, à ses compétences, pour que ce mécénat donne tout son sens, toute sa richesse, ça prend du temps. Et une entreprise n'a pas le temps. Et alors, au niveau de la convention de partenariat, au niveau juridique, il n'y a rien prévu. Mais il est recommandé d'écrire une convention. Donc, dans l'évolution de la loi du mécénat, on pourrait demander un cadre juridique. Un cadre juridique, il n'y a rien. Mais moi, je recommande d'écrire une convention. Ça permet déjà de savoir que le salarié est en mécénat. Dans quelle association? Il y a aussi toute la partie responsabilité, puisque le salarié il reste sous la responsabilité de son employeur. Moi, je fais un document qui est signé, association, salarié et… Donc, c'est un accord tripartite. C'est un accord tripartite. D'accord. Et s'il n'y a pas de convention, il est recommandé quand même de faire un avenant au contrat de travail du salarié. Ah oui, pour le préciser. Pour le préciser que le lundi ou une fois par mois ou une demi-journée par semaine, le salarié est en mécénat dans telle association et pour telle mission. Est-ce que je trouve qu'il est important aussi que la mission elle soit bien précise et déterminée. Donc on va demander à Marlène Schiappa de faire évoluer un petit cadre juridique qui faciliterait
en plus les choses. L'ensemble Si je vous dis, les entreprises d'aujourd'hui font face à un changement fondamental de culture, que les dirigeants doivent prendre en compte dans leur stratégie future, travailler pour une association en même temps que pour son entreprise favorise l'épanouissement personnel, valorise l'image de l'entreprise, renforce la cohésion d'équipe, fait évoluer l'entreprise vers une société à visage plus humain. Est-ce que pour vous, c'est une bonne conclusion? Oui, moi, je crois que ça oui. convient Le parfaitement. mécénat de compétences, qu'on peut appeler mécénat de solidarité, c'est le mécénat de l'avenir. C'est une expérience qui est enrichissante, dynamique et qui a un visage humain. C'est une aventure humaine. C'est remarquable. C'est ton message. Christophe, toi, tu as un autre message par rapport à ce qu'on vient de Après dire? une conclusion comme celle-là, je dirais que moi, je vais juste ajouter que moi, je suis un praticien et je rencontre presque au quotidien, que ce soit des bénévoles ou des mécénats de compétences, qui sont épanouis et qui vraiment le partagent bien volontiers et qui attendent effectivement que je poursuive le recrutement de bénévoles ou de mécénats de compétences. Est-ce que tu as un exemple sur le parc d'ailleurs à nous citer? Alors, c'est une question piège. oui, si, j'ai un exemple de partenariat, je vais le qualifier comme ça, avec l'entreprise Collins Aerospace, qui est en cours effectivement, on va dire, de révision, parce qu'on a commencé à le mettre en place dès 2019. Il était sous forme expérimentale et nous allons effectivement le poursuivre et le faire évoluer pour pouvoir servir, je dirais, un maximum de jeunes en recherche d'emploi et je dirais aussi permettre à des collaborateurs de sortir vraiment du cadre habituel et de vivre une expérience humaine enrichissante et vraiment épanouissante. Je vous remercie tous les deux Merci de votre confiance pour être venus déjà sur le plateau et puis de tout cet éclairage sur ce mécénat de compétences. Merci à tous les deux. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Ça pique au parc. D'ici là, likez, commentez, partagez, adressez-nous vos idées. Vous retrouverez les coordonnées de Corinne et puis Christophe de toute façon à la fin de cette vidéo. Merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à toute la régie, à bientôt, d'ici là prenez soin de vous.